Dans un chapitre que vous intitulez Génération au pluriel, Manif pour tous, vous intéressez un peu à dresser une forme de, on va dire, de radiographie un peu des militants de ce qu'on va appeler par sigle et convenance LMPT. Vous indiquez la chose suivante, vous cherchez à expliquer un peu pourquoi, disons, ce mouvement a trouvé un écho, on va dire, dans une fraction de la population assez importante et clé dans tous les combats politiques et même avant politique, dans tous les combats culturels. C'est la question des classes moyennes, des classes moyennes supérieures, et qu'est-ce qui les fait basculer, disons, dans une action politique, une action collective, soit pour ou soit contre, disons, un gouvernement, un projet politique, un parti. Et on sait très bien que ces groupes sociaux, les classes moyennes et supérieures, sont toujours l'enjeu, on va dire, des bras de fer entre la gauche, la droite, le mouvement ouvrier, le fascisme, à toutes les époques de l'histoire, tout ça a existé. Et ce qui est intéressant dans l'ouvrage, c'est que vous ne contournez pas la question, au contraire, vous essayez de comprendre, disons, quel est le positionnement de la bourgeoisie, comment cette bourgeoisie a réagi en fait à ce mouvement. Et vous dites, la bourgeoisie française contemporaine, qui souffre de l'affaiblissement de son pouvoir économique, de l'exclusion des bastions et des carrières qu'elle considérait les siens, bref, de la perte de son influence sur la société, n'encourt-elle pas un processus similaire? Alors vous faites référence à ce moment-là à l'analyse qu'avait fait le sociologue Norbert Elias sur ce qui avait conduit aux guerres de religion, et il avait considéré que c'était l'appauvrissement de la noblesse terrienne causé par l'accroissement de la masse monétaire au XVIe siècle qui avait conduit en quelque sorte à cette situation de crise qui a trouvé une résolution, si je puis dire, avec de grandes guillemets, par la guerre de religion. Donc vous posez cette question-là et vous dites, vous ajoutez, fragilisée dans ses quartiers et ses métiers traditionnels, alors qu'elle se conçoit comme porteuse des valeurs ancestrales et garante de la permanence de l'identité nationale, elle subit, la bourgeoisie française donc, à sa mesure les contre-coups de la mutation de nos systèmes politiques et financiers, ainsi que de notre géographie sociale. Vous rajoutez, parfois choquée par le quinquennat de Nicolas Sarkozy, elle estime payer le prix de cette défaite en se retrouvant seule, en première ligne, après l'alternance, face à un pouvoir socialiste qu'elle n'a pas voulu et qu'elle soupçonne d'être son ennemi. Le mouvement contestataire, LMPT, lui offre des éléments de réponse aptes à expliquer sa situation et trouve en elle un foyer de reconfiguration idéologique. À moins d'incarner le sursaut de la droite catholique, la bourgeoisie française doit se résigner à son effacement. Ce passage m'a particulièrement interpellé intellectuellement et je ne résiste pas à l'envie de vous demander de nous en dire un peu plus sur ce qui vous conduit à poser cette analyse. Il y avait plusieurs raisons. D'abord, ce qui m'avait marqué, c'était chez un certain nombre de jeunes activistes, le fait qu'ils venaient de milieux catholiques bourgeois, qui avaient eu un passé, des noms parfois, mais que très souvent, dans leur situation économique et sociale, ils étaient en voie de déclassement. C'est-à-dire qu'ils subissaient, comme les autres Français, les effets de la crise, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient plus habiter les mêmes villes, les mêmes quartiers. Ils étaient relégués dans des quartiers qui auraient été considérés par leurs grands-parents, par exemple, comme des lieux absolument inhabitables. Lesquels, par exemple ? On le voit autour de Versailles, notamment. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'activistes qui n'habitent plus Versailles, mais qui habitent des banlieues très bien au demeurant, mais qui ne sont absolument pas Versailles. Donc ils habitent Saint-Quentin-en-Yvelines, d'autres villes. On voit beaucoup chez ces activistes, les Homènes, etc. Il y a un certain nombre de cas comme ça. Alors, c'est vrai que le déclin de la bourgeoisie traditionnelle française, celle qu'autrefois, dans les années 70, on appelait la bourgeoisie nationale, aussi pèse aussi sur l'idéologie qu'elle diffuse. Et c'est vrai que ils articulent la préservation de leur tradition, préservation d'anciennes sédimentations idéologiques, avec une volonté d'adaptation. Volonté d'adaptation, c'est reconfigurer idéologiquement leur pensée, leur vision des choses. Alors c'est fait de manière inégale parce qu'ils ne sont pas tous, ils sont pas tous égaux devant la stratégie politique et intellectuelle. Néanmoins, c'est vrai qu'entre préservation et adaptation, on a dans le cœur de la Manif pour tous, une part de cette bourgeoisie catholique qui a trouvé là un moyen soit de faire écran à son propre déclin, soit d'affronter le monde tel qu'il est en développant sa propre idéologie.
Et c'est vrai elle est dans une bataille aujourd'hui, ce courant conservateur est dans une bataille à la fois avec les nationaux populistes de Marine Le Pen, et puis aussi avec tous ceux qui ne sont pas des néoconservateurs, mais qu'on pourrait considérer au sens américain du terme comme étant des néoconservateurs. Et c'est vrai que le livre a été écrit, on ne pouvait pas savoir ce qui se passait début janvier en France, mais c'est vrai que un des animateurs de la Manif pour tous m'avait dit nous avons le vent en poupe. Pour combien de temps? Parce qu'il peut se passer n'importe quoi en France. Ils sont assez lucides, qui remettra un autre courant idéologique sur le devant de la scène. Et c'est vrai qu'on a très bien vu, on voit très bien depuis le 11 janvier, notamment qu'un certain nombre de cartes idéologiques sont rebattues dans le pays et que la situation de la Manif pour tous, à droite notamment, n'est peut-être plus exactement la même qu'avant début janvier. Mais alors justement, quelle est l'action de ces militants, disons, après le 11 janvier? Est-ce qu'ils sont, dans quelle mesure ce 11 janvier a eu un impact sur eux dans leurs activités quotiennes, dans les débats? Ça, c'est difficile à dire parce qu'ils sont. D'abord, ils cessent pas d'avoir. Bon, ils sont pas forcément Charlie, on va dire. C'est pas leur. Ne serait-ce que parce qu'ils sont catholiques en général, soit de tradition, soit très pratiquants. Ils sont comme tout le monde, je pense qu'ils cherchent des réponses à apporter à ce qui est l'anxiété sociale du pays aujourd'hui. Néanmoins, ils ont une difficulté à droite qui tient au fait que certains discours par rapport aux croyances religieuses, par rapport, etc., a été renforcé, y compris à droite, depuis le 11 janvier, et que ça ne leur est peut-être pas si favorable que ça à l'intérieur de l'UMP, notamment.